Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de la maison. D'emblée, on prévient que le journal de la RTNC sera diffusé avec un retard dû à cet exercice de redevabilité que nous commençons. Vous avez suivi tous du 24 au 29 mai dernier la visite d'État historique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectuée en Chine à l'invitation de son collègue Xi Jinping. Beaucoup de choses ont été faites en marge de cette visite, notamment la signature de plusieurs mémorandums entre les ministres concernés, les sectoriels des deux pays, mais aussi vous avez beaucoup entendu parler de ce que nous on a appelé partenariat global et stratégique, parce qu'avec cette puissance mondiale, nous tenons à relancer notre coopération. Il y a eu des choses, des spéculations qui ont été faites avant le départ, tendant à réduire la portée de cette visite historique à la renégociation, à la discussion autour du contrat. Ce n'était pas le cas. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le détail avec évidemment le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit la délégation ministérielle, mais aussi avec le ministre des Finances, parce que vous savez qu'il était aussi question d'économie et des finances. Mais dans la même veine, vous avez suivi récemment qu'il y avait des réunions de chefs d'État, notamment à Luanda. Le vice-premier ministre aura l'occasion de nous faire le point sur la situation à l'Est et les efforts diplomatiques en cours. Avec le ministre des Finances, nous pourrons revenir sur des questions qui, malheureusement, ne devraient pas susciter des vagues tant à les susciter. Sur la question de Primera, il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées à ces sujets. Voilà pour planter le décor de cet exercice de redevabilité. Tout de suite, Monsieur le Vice-Premier ministre, je vous remercie parce que vous êtes, vous deux d'ailleurs, des habitués de cet exercice, parce que la redevabilité, nous en avons fait une marque déposée pour marquer la différence justement avec les gouvernements précédents. Et aujourd'hui, nous revenons, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour que vous puissiez nous dire en liminaire ce qui s'est passé en Chine. Vous pourrez, sur des aspects évidemment spécifiques, être complété à ce propos par le ministre des Finances. Monsieur le Vice-Premier ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'associe à ces salutations du soir que vous avez adressées aux femmes et aux hommes de médias, que nous adressons au nom du gouvernement de la République et du chef de l'État à l'ensemble de notre peuple. Et vous avez bien souligné déjà dans la présentation que nous ne sommes pas partis en Chine pour des négociations portant sur des contrats. Le ministre des Finances vous donnera le cas échéant plus de précisions sur cet aspect. Mais oubliez les négociations en ce qui concerne notre voyage qui a précédé la visite d'État du président en Chine. Et il faut peut-être jeter un regard sur l'histoire de notre pays depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui pour mieux comprendre le sens de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. En effet, en 72, je vous apprends qu'en 72, j'étais en première année en droit. Le président Mobutu est allé en Chine. Il a effectué une visite d'État, la première depuis l'indépendance, et par la suite, nous avons établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Très rapidement, c'était l'embellie, il y avait une coopération qui marque la mémoire des Congolais aujourd'hui, particulièrement à travers le palais du peuple, parce que l'encelé où il y a eu de construction, notamment la fameuse pagode, tout a été détruit. Malheureusement, nous n'avons pas entretenu la mémoire de l'histoire sur ce point précis. Dans d'autres contrées de la République, par exemple chez moi, il y avait même des Chinois pour cultiver le riz. Et ça continuait jusqu'au moment où, si vous voulez, dans la foulée de la fin du régime du président Mobutu, cette coopération s'est étiolée et est entrée en période, je ne dis pas d'hibernation, enveilleuse. Il y a eu même la coopération aussi sur le plan militaire. Est arrivé le président Joseph Kabila, qui a repris le chemin de l'Empire du Milieu,
le chemin de la Chine et on a connu ce qu'on a appelé le contrat du siècle, c'est-à-dire minerai contre infrastructure. Bon, nous sommes à Kinshasa, les travaux sur le boulevard Lumumba, les travaux sur le boulevard du 30 juin, le stade des Martyrs, je crois qu'il s'est terminé sous le président Kabila. Bon, actuellement, il y a la construction qui avance, qui va se terminer, je crois, un centre commercial à côté, en face du Palais du Peuple. Centre culturel. Centre culturel, merci beaucoup. Il y a tout le complexe administratif en face du Palais du Peuple, à côté de la police. Ça, c'est aussi la Chine. Mais à un moment donné, vous avez remarqué que ça s'est arrêté. Et du côté économique, il y a eu ces communes. Il y a eu Tenke Fugurume et d'autres éléments de coopération, de partenariat. Là aussi, par la suite, parce que ça a évolué en dents de scie, d'une manière tout à fait discontinue, et c'est revenu en bas, ça a baissé. C'était comment dirais-je, la baisse des activités de partenariat avec la Chine. Arrive le président Tshisekedi, qui hérite de cette situation, et qui hérite aussi d'un certain nombre de contrats, particulièrement, parce que c'est connu de tout le monde, le dossier, le contrat de partenariat SICOMINE, le partenariat TFM, qui y ont soulevé un certain nombre de problèmes. On a vu sur le terrain aussi nos compatriotes qui travaillent dans ces initiatives-là, des problèmes. On a eu aussi d'autres problèmes avec nos partenaires chinois qui sont à travers la République. Ce n'est pas ça l'objet de la rencontre. Ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Et là aussi, le président a donné instruction pour qu'on négocie avec les sociétés concernées pour rééquilibrer les rapports, pour véritablement faire le partenariat dans un rapport de gagnant-gagnant. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, dans l'entretemps, le président a eu des entretiens avec le président chinois Xi Jinping. Dans l'entretemps aussi, la Chine, il faut le dire, il faut le reconnaître, nous a soutenus dans cette agression que nous a fait subir le Rwanda avec ses affidés du M23. Aux Nations Unies, la Chine a été parmi les pays et est toujours, qui ont toujours soutenu la cause de la RDC, et c'est le ministre des Affaires étrangères qui vous parle. Je sais de quoi je parle et je crois que de ce point de vue-là, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à dire, sinon à constater que la Chine a toujours été avec nous. Bon, nous sommes dans la période de transition énergétique, vous le savez, et il y a aussi un intérêt important manifesté par la Chine par rapport aux initiatives à prendre, notamment en ce qui concerne nos minerais stratégiques, particulièrement la production de batteries électriques et ainsi de suite. Et même dans ce domaine-là des changements climatiques, notre collègue de l'environnement, Mme Eve Bazaïb, est passée par ici. Il vous a dit certainement qu'il y a eu aussi des initiatives communes prises avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Indonésie. Donc, il y a un espace d'intersection, un espace de jonction, un espace de partenariat qu'il convient de consolider. Voilà la toile de fond qui explique qu'en dépit de la guerre, et je dirais même parce qu'il y a guerre, il faut renforcer les piliers économiques. Il faut renforcer les piliers, si vous voulez, de la valorisation de nos ressources naturelles pour qu'elles deviennent des atouts, qui deviennent des éléments de construction d'un avenir matériel, de l'amélioration de conditions de vie de nos populations. Et de ce point de vue-là, un pays ne s'arrête pas. On se rappelle tout de même que l'Allemagne a eu sa grande période de croissance à l'époque, pendant la guerre. Les Volkswagen, paraît-il, d'après ce qu'on nous a appris, a été inventé, monté pendant cette période-là. Et la puissance militaire, c'est pendant cette période-là. Ce n'est pas ça notre objet, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on ne pense pas au développement économique et social de notre pays. Et c'est comme ça
de commun accord par la voie diplomatique, il a été convenu que le président effectue cette visite d'État précédée par une délégation ministérielle dont j'ai eu la charge d'assurer la direction, de conduire aux discussions. Nous étions là-bas, pratiquement 5 ou 6 ministres, si je ne m'abuse. Ça ne sert à rien de donner des détails, il faut aller à l'essentiel. Et nous avons discuté. Mais il faut que je vous rappelle les principes de base de notre partenariat avec la Chine ou avec d'autres pays du monde. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi tient mordicus à ces principes-là. Le premier principe, il faut qu'on le sache, le Congo est un pays ouvert et non offert. Il y va de son histoire, de sa géographie. Rappelez-vous la gâchette du revolver Afrique de France Fanon et l'ouverture qui est liée aussi à sa place stratégique en tant que pays qui regorge de ressources naturelles importantes pour l'avenir de l'humanité. C'est notre collègue, Mme Bazaïba, qui a l'habitude de parler pays-solution, par exemple, en matière d'environnement. Donc, nous travaillons, nous coopérons avec nos partenaires. Et il y a une phrase du président Tshisekedi à la conférence diplomatique, il a dit « Nous avons des partenaires traditionnels, mais nous nous employons à avoir d'autres partenaires qui vont travailler avec nous comme les partenaires traditionnels. » Référez-vous à son discours d'ouverture de la conférence diplomatique. Un autre principe, non moins important, le président a dit devant le corps diplomatique, je crois fin janvier, j'oublie la date exacte, cette année, que les générations d'hier, d'aujourd'hui et de demain, aucune de ces générations n'a cédé, ne cède et ne cédera jamais un mètre carré de notre pays pour servir de colonie d'exploitation ou de peuplement. Ça, c'est le président qui l'a dit, la référence du discours, elle est là, vous pouvez consulter. Le cinquième principe, c'est que nous avons besoin, je vous l'ai dit, de valoriser nos matières premières, nos ressources naturelles qui sont nombreuses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et le président tient à ça, il l'a dit plusieurs fois, il n'est plus question pour nous de servir de réservoirs de matières premières. Non, nous voulons que toutes nos ressources, toutes nos matières aient de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous attendons de nos partenaires, d'où qu'ils viennent, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, je ne sais pas encore, de la Lune, que les investissements se fassent dans l'exploration, pour ne pas dire l'identification de nos potentialités, l'exploitation, la production et pourquoi pas dans la commercialisation. Donc, investir dans toute chaîne de valeur pour que nos produits aient exactement, je m'excuse la tautologie, de la valeur ajoutée qui nous rapporte ce qu'il nous faut pour le développement. Ça, nous l'avons dit aussi à nos partenaires chinois, que sur ce point-là, nous sommes intraitables. Évidemment, le dernier principe, c'est gagnant-gagnant. On travaille ensemble, ils ont leur compte, nous avons notre compte pour notre population, le peuple d'abord. Voilà. Et avec les Chinois, c'est un peu encore plus amical, j'allais dire, plus rapproché, parce qu'ils ont aussi leur slogan à eux, un peu comme qui dirait tout pour le peuple. Bon, ça c'est du point de vue de rapprochement philosophique, de philosophie de la vie. Et donc c'est à partir de ces principes-là que nous avons discuté avec nos amis chinois. Par la suite, on va vous donner un peu la substance de nos conclusions, mais le ministre de la Communication vous a dit, on a signé un certain nombre de mémorandas d'entente mutuelle, quelques accords. Dans mon secteur, il y a eu un accord
de coopération générale. Il y a eu aussi un accord d'institution des mécanismes de collaboration, de suivi par les deux ministères des Affaires étrangères chinois et congolais. D'autres documents, instruments juridiques ont été signés dans le domaine du numérique, de l'environnement, dans le domaine des médias aussi, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, en matière de finances, d'économie, en manière générale, je crois que le collègue ministre des Finances, Nicolas Kazadi, va vous en parler de plus belle. Et le président a fait certaines visites sur le chantier pour voir exactement, par exemple, chez Huawei, par exemple, il est allé à Shanghai, oui, à Hong Kong, pour voir un peu comment, concrètement, nous pourrions avancer. Mais ce qui reste, je l'ai déjà dit ici sur le plateau, il ne suffit pas de signer des instruments juridiques de coopération. Encore faudra-t-il deux choses. La première, qu'au niveau du gouvernement, il y ait des projets précis à soumettre à nos partenaires. Et aussitôt qu'on est rentré ici, je crois le lundi ou le mardi, aux affaires étrangères, nous avons dispatché la déclaration conjointe qui est ici et les instruments à notre possession au ministère sectoriels qui sont concernés pour des initiatives que nous appelons rapidement à soumettre au président de la République et au Conseil des ministres. Deuxième condition, que les Congolais et les Congolaises prennent aussi des initiatives. Nous sommes dans une économie libérale, et évidemment, on n'entre pas dans la discussion du libéralisme sauvage ou que sais-je encore, mais c'est un secteur privé dynamique, nous en avons besoin. L'État trace le cadre, crée ce qu'on appelle généralement le bon climat des affaires, s'occupe des infrastructures, encore que même dans les infrastructures aujourd'hui, le secteur privé intervient dans des partenariats avec l'État. Il y a plusieurs formules de concession de services publics, que sais-je encore. Il faut, du côté de Congolais et de Congolaises, il y ait des hommes audacieux, des hommes qui ont de l'imagination, qui créent des richesses, qui créent des emplois. C'est très important. Je tenais à souligner, au nom du chef de l'État et du gouvernement, ces deux impératifs, et je pense que les Congolais qui le suivent en ont grandement conscience. Voilà ce que vous voulez donner. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots introductifs. Je rappelle que le président de la République avait eu l'occasion de rencontrer la communauté congolaise dans une ambassade pleinement rénovée. Félicitations, Monsieur le Vice-Premier ministre. Notre ambassade en Chine nous reflète. Et au cours, justement, de ces discussions, des compatriotes ont soulevé plusieurs préoccupations, notamment liées au transfert des fonds et d'autres difficultés qu'ils rencontrent en Chine. Le président de la République a eu l'occasion de soulever ces questions avec son homologue et cela sera travaillé, Monsieur le Vice-Premier ministre, dans le cadre de la commission que vous dirigez dans la partie congolaise où toutes ces questions pourront être allées étudiées dans le détail. Monsieur le ministre des Finances, beaucoup de Congolais s'attendaient à avoir des contrats au terme de cette visite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'il en était au plan économique, mais aussi et surtout, pourquoi tout le monde pensait que c'était TFM et SICOMIN les sujets principaux de la visite d'État? Vous avez la parole. Oui, vous l'avez bien dit, chers collègues, l'objectif de la mission en Chine n'était pas de signer des contrats. C'était de relancer la coopération entre les deux pays, la coopération bilatérale, sachant que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rencontre au sommet. Le vice-premier ministre parle de 1972, où il était en première année d'université. Moi, j'étais en première année primaire. Ben moi, je n'étais pas né. Et lui n'était pas né. 10 ans avant ma naissance. On a la chance de représenter 3 générations différentes ici. En effet. Et donc, ça veut dire qu'il fallait redonner un nouveau souffle à cette coopération qui est extrêmement importante. La Chine, aujourd'hui, est un des principaux acteurs sur le plan économique à l'échelle mondiale et premier investisseurs en République démocratique du Congo. Ça, c'est la réalité. Nous avons donc un partenaire majeur. Et nous avons également, en toile de fond de cette visite, il y avait bien entendu quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet des discussions. Ces différends ont été traités avant d'aller en Chine.
et le principal d'entre eux avec TFM avait déjà été résolu. Il reste celui avec Sycomine qui est en cours de résolution. Une commission a été mise en place pour cela. Les discussions se poursuivent. Mais il était important de poser le cadre dans cet esprit de renouveau dans la relation bilatérale. Et ce cadre a été posé avec tous les principes que vient de rappeler le vice-premier ministre. Gagnant-gagnant, respect de la souveraineté, un pays ouvert mais pas offert, et auquel on peut ajouter un principe important qui est revenu tout le temps dans la discussion qu'on a eue à différents niveaux, c'est celui d'un partenariat multiple, triangulaire, avec les deux parties, Chine et RDC, et auquel nous souhaitons associer d'autres parties, parce que nous sommes complémentaires. Et ce souhait a été exprimé aussi bien par la Chine que par la République démocratique du Congo, de voir comment nous pouvons avoir des partenariats triangulaires, là nous pouvons les avoir, dans l'intérêt mutuel. Partenariat triangulaire entendait RDC, Chine et États-Unis, Europe ou Afrique, selon le cas. Donc toutes les deux parties ont exprimé de manière répétée ce souhait d'avoir des partenariats triangulaires. Et donc nous pensons que c'est une nouvelle voie qui est ouverte et nous pensons que cela va donner lieu à de nouvelles initiatives en termes d'investissement. Pour qu'on ne revienne pas, on va même au-delà. Si vous lisez la déclaration que nous avons conclue avec les Chinois, un partenariat non exclusif. Absolument. Non exclusif. Ça veut dire, première dimension, chaque partenaire est libre de conclure d'autres partenariats avec d'autres partenaires. Deuxième dimension, le partenariat, et c'est de cela dont parle tout justement monsieur le ministre des Finances, un autre partenaire peut s'ajouter au partenariat bilatéral et ça devient trilatéral ou triangulaire. Voilà. Alors, ce qui est important de souligner également, c'est que ça a été l'occasion de rappeler certains principes essentiels dans la relation économique. Nous sommes convergents dans les objectifs de lutte contre la corruption, ça a été rappelé et réaffirmé, dans le souci de respecter certaines normes, des normes fiscales, des normes sociales, des normes environnementales. Et donc, nous avons appelé à ce que les entreprises chinoises qui exercent dans notre pays soient beaucoup plus engagées dans le respect de ces normes. Et nous avons pris l'engagement de faire un effort pour apporter plus de visibilité, plus de lisibilité et de prévisibilité dans l'environnement des affaires et notamment par rapport aux questions fiscales. Donc c'était vraiment l'occasion d'un renouveau, d'une rectification, d'une clarification, avec une volonté affichée et affirmée d'aller plus loin et de faire mieux là où on peut faire mieux. Un point important également dans le cadre de cette coopération économique, c'est que nous avons terminé la visite présidentielle par l'étape de Hong Kong. Comme vous le savez, Hong Kong a un statut spécial dans la Chine et Hong Kong est aujourd'hui un hub financier très important au niveau mondial. Alors, nous avons eu des discussions de Hong Kong, notamment à travers la bourse. Et cette bourse de Hong Kong vient de racheter la bourse, le LME, la London Metal Exchange, qui est la principale bourse des métaux que nous exportons. Et donc nous sommes liés à Hong Kong autant que nous sommes liés à la Chine. Et donc c'était important d'établir cette connexion. Et nous avons ouvert de nouvelles voies de collaboration. Dans quelques semaines, je vais envoyer à Hong Kong une équipe financière qui va travailler avec la bourse de Hong Kong pour voir comment on peut établir des ponts, comment on peut profiter de leur expérience pour approfondir notre système financier. Nous allons également organiser dans les prochaines semaines ou mois, nous allons organiser ce qu'on appelle un roadshow, c'est-à-dire nous allons aller parler au secteur financier de Hong Kong, aux investisseurs qui sont établis à Hong Kong, sur toutes nos perspectives ici économiques qui vont dans le sens de la réalisation de nos grands engagements économiques, la diversification, l'approfondissement financier, le secteur des assurances et autres. Donc cette étape d'Hong Kong, qui était la dernière de la visite présidentielle, a été extrêmement importante sur le plan économique. Voilà en résumé quelques éléments importants. Peut-être qu'il faut aussi souligner un mot-clé qui est revenu souvent dans les discussions qu'on a eues, c'est celui de coopération pragmatique.
c'est un mot qui a été repris plusieurs fois par la partie chinoise et qui traduit notre souhait. C'est que dans la manière de délivrer, de mettre en œuvre cette coopération, nous devons faire un effort pour être pragmatiques, pour bien répondre aux problèmes, pour bien toucher les objectifs que nous poursuivons. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que nous sommes en train de revoir la convention avec SICOMIN, toujours dans un esprit de pragmatisme pour arriver à des résultats et pour répondre aux besoins des parties, mais dans un esprit gagnant-gagnant, comme cela a été si bien dit. Donc voilà en résumé quelques éléments clés de l'aspect économique de la visite présidentielle qui était une visite haut en couleur et une visite qui nous a fait découvrir une nouvelle Chine, une Chine que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous avons eu l'occasion par exemple de visiter le musée du Parti communiste chinois qui retrace l'histoire de ce parti et l'histoire de ce pays, sa lutte pour la reconquête du territoire chinois, la reconquête de l'économie. Et nous nous sommes rendus compte que ce pays avait rencontré beaucoup de défis similaires aux nôtres. Même si nous n'avions pas le même système politique, eh bien ce pays a fait face à des luttes contre des invasions, des luttes contre des ingérences extérieures. C'était une longue marche qui a conduit à la création de ce pays à l'époque de Mao, qui aujourd'hui est en train de devenir l'une des premières puissances économiques à l'échelle mondiale. C'est un véritable miracle, la transformation qu'a connue ce pays, mais ça nous a montré à quel point cela est possible et cela doit nous inspirer en tant que pays en développement, parce qu'eux aussi se réclament encore être un pays en développement et nous devons nous en inspirer pour suivre un chemin similaire. Voilà. Alors, le président Xi avait dit la Chine, c'est les plus grands pays en développement, alors que l'Afrique compte le plus grand nombre de pays en voie de développement. Voilà. Tout à l'heure, mes collègues ont utilisé une expression ouvert mais pas offert. On va s'ouvrir à vous, mais on ne va pas s'offrir à vous pour les questions qui vont nous permettre d'aller dans le détail. Mais je voudrais rappeler que l'esprit qui a caractérisé la discussion entre les deux parties prévoyait par exemple que tout différent, ces règles dans l'amiable, dans un esprit amical, ça veut dire qu'on s'abstiendrait de recourir aux arbitrages et aux différentes juridictions. C'est aussi cela l'esprit du nouvel accord. On va commencer la série des questions. Je souhaiterais que nous puissions être brefs, concis et précis pour nous permettre de gérer le temps. On va commencer avec Faustin Koudiassana. Ensuite, ce sera Pichou Moulumba et Ange Kassongo. Vous pouvez déjà progressivement avancer. Merci Excellence pour la parole. J'ai juste quelques petites questions d'abord au ministre des Finances. Vous félicitez d'avoir été en Chine. On sait qu'avec la Chine, on a signé un accord en 2008 qui était basé sur le principe des mines contre infrastructure. Et cette fois-ci, vous innovez en allant beaucoup plus au-delà avec un accord que vous qualifiez de global et stratégique. On sait qu'en matière de relations internationales, généralement, les principes, c'est les donner et les recevoir. Qu'est-ce que la RDC apporte dans cet accord et qu'est-ce que la RDC espère tirer, évidemment, du nouvel accord que vous avez conclu avec la Chine. Et en passant, juste une question bonus pour le ministre des Finances. On sait que ça brûle dans les régies financières. On vous accuse d'avoir perturbé les règles de jeu en pleine compétition avec la prime de plus-value. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pouvez, là, la Chine, il y a le processus de Nairobi qui était là, il y a le processus de Luanda, et vous attendez, vous avez annoncé une quadripartite pour le 23 juin. Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de toute cette gymnastique diplomatique? Et si vous permettez, monsieur le porte-parole, juste une question bonus aussi au ministre des Affaires étrangères. Je me souviens dernièrement, vous venez de jeter les ponts avec la Chine, mais il y a, tout récemment avec le G7, le président américain avait lancé, c'était presque une menace, que non, on ne peut pas accorder à la Chine le droit d'user de tous les minéraux stratégiques que nous on a besoin. Vous venez de conclure un nouvel accord avec la Chine. Est-ce que vous ne craignez pas que quelque part
la RDC soit au centre de la confrontation entre l'Occident et la Chine. Merci. Voilà, on va commencer par le vice-premier ministre et puis nous allons revenir sur le ministre des Finances pour les réponses. Luanda, ça me permet aussi d'introduire les débats, les échanges sur la question. Vous savez que depuis que le président Lourenço a été désigné par l'Union africaine facilitateur du dialogue entre la RDC et le Rwanda, il n'a pas eu l'occasion de réunir la CIRGL, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont il assure la présidence en exercice. Il est donc apparu nécessaire que le président Lourenço, qui fait la médiation, si vous voulez, escalité, parce qu'il a été désigné médiateur selon les principes de la subsidiarité, de la complémentarité, qui veut qu'en pareilles circonstances, dans différents pareils, on commence par la communauté régionale. Donc, à bon droit, il a jugé utile de réunir ses pairs de la CIRGL pour les faire un compte rendu, un rapport sur le travail qu'il fait, et ce faisant aussi, les impliquer dans la démarche. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas que l'IAC ou la CAE et la SADC, mais la CIRGL aussi est concernée. OK? Donc, premier aspect. Deuxième aspect, nous sommes en mi-parcours avec le processus de Luanda et de Nairobi. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas encore obtenu les résultats escomptés, que ce n'est pas terminé. Le chemin est encore long. Et vous savez qu'en février de cette année, il y a eu des réunions à Addis Abeba. D'abord, le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est avec le président Lourenço, et ensuite le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui fait un peu le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis le Conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion des ministres des Affaires étrangères, et enfin, toujours en février, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique. Et toutes ces instances ont approuvé, je ne dis pas approuvé en fait, ont déclaré leur soutien à la feuille de route de Luanda qui a été adoptée le 23 novembre de l'année dernière lors du mini-sommet, dit mini-sommet de Luanda. C'est en fait la feuille de route qui a programmé ce qu'il faut faire pour qu'on ait la paix en RDC. Évidemment, il y a eu actualisation en cours de route. Et donc, c'était nécessaire qu'il y ait aussi une évaluation au niveau de la CIRGL qui regroupe aussi, c'est une bonne chose, beaucoup de pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous avez à la CIRGL le Rwanda, le Burundi, la RDC, la Zambie, le Kenya, pratiquement tout le monde est là. Tout le monde est là. Et donc c'était aussi l'occasion d'évaluer, de voir là où nous sommes, qu'est-ce qui reste à faire. Grosso modo, tout le monde a constaté qu'il y a une fausse accalmie actuellement. Pour ne pas dire qu'on va dans l'enlisement, nous ne sommes pas pour ça. Nous, en tout cas, en RDC, ça n'est pas ça. Le président Lourenço est aussi conscient de cela. Il fallait donner du souffle nouveau. Il fallait en tout cas un peu plus d'énergie pour que ce qui a été convenu soit réalisé, notamment la vraie cessation des hostilités, le vrai retrait par les simulacres de retrait, on pourra en parler, le pré-cantonnement, le cantonnement, le désarmement et l'intégration, le moment venu. Le président a été très clair là-dessus, c'est un élément important. Le président a rassuré ses collègues, ses homologues, sur le fait que la RDC ne refusait pas que le M23 s'intègre dans le programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et réinsertion sociale. Programme qui y a par rapport à Nairobi pour expression, les consultations politiques que le président Tshisekedi a initiées sous la médiation du président Uhuru, l'ancien président du Kenya. Voilà, grosso modo,
de quoi il s'est agi. Et tout cela a été consolidé de la manière la plus claire. Et ce qui est important, c'est qu'en plus de ce que vous connaissez, maintenant, ce qui est sorti, le communiqué de Luanda, qui est ici, intègre les éléments suivants. Premier élément, il faut programmer le retour des Congolais déplacés à leur domicile. Il faut programmer le retour de l'administration congolaise. Et ça, il faut le retenir. Tout le monde dit, urbi et orbi, qu'il faut respecter la souveraineté de la RDC et l'intégrité territoriale. Tant mieux. Mais, question, Bunangana, Kibumba, je crois, Rutshuru, et j'en passe. On nous a dit que l'M23 se retirait. Et ces espaces-là sont sous la souveraineté de qui? Des Ougandais qui sont là, des Kenyans qui sont là, des Burundais qui sont là. Donc la communauté internationale doit être conséquente. Si vous dites qu'il faut respecter la souveraineté de l'État congolais, il faut que l'administration congolaise soit là. Il faut que l'État congolais exerce son impérium dans ces espaces-là. Et la question est traitée dans le sens de dire oui, il faut le retrait, il faut prévoir aussi ça. Comme ça, on voit qu'effectivement, il y a le retour de la souveraineté et que vraiment il y a un vrai retrait. Ça a été traité également, bon, sans compter le fait que la CIRGL s'est impliquée et le moment venu, selon les questions, nous allons nous étendre sur cet aspect des choses. Alors, maintenant, ce qui est important par rapport à votre question, c'est que ces processus-là sont en marche. Il y a des embûches. Le chemin, le parcours n'est pas aisé. C'est normal. C'est un peu comme une course à obstacles. Mais le président de la République est déterminé, le gouvernement également est déterminé. Donc de ce côté-là, il ne faut pas, je m'excuse, vous faire beaucoup de soucis. D'ailleurs, à l'occasion de Luanda, la CIRGL a félicité l'Angola d'avoir décidé de déployer ses troupes, son contingent, au lieu du pré-cantonnement. Les lieux, c'est précisé maintenant, c'est, comment dirais-je, c'est Rumangabo. La CIRGL a aussi noté avec satisfaction la décision prise par la SADC il y a quelques semaines à Windhoek de déployer un contingent dans le cadre de la force régionale SADC pour soutenir la RDC. Et la CIRGL aussi a approuvé l'idée, la décision prise par l'Union africaine d'organiser le sommet de coordination à Luanda et nous avons fixé ce pour le 23. Et d'ailleurs, c'est dans votre dernière question, la quadripartite. Pour quelles raisons? Ne faisons pas de théorie. Maintenant, là, vous avez les troupes de l'EAC, ok? Avec les Kenyans, avec le Burundais, avec les Ougandais. Ça existe, ça je n'invente pas. Vous avez les troupes de la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous avez nos propres forces nationales. Et bientôt, vous aurez la SADC. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan politique et diplomatique, vous avez toutes ces communautés. Vous avez l'Union africaine, vous avez les Nations Unies. Attendez un peu là. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. Surtout si on ne sait pas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Nous sommes à l'approche des élections. Tout cela doit être clarifié. Alors, c'est pour cela que, déjà l'année passée, en septembre, lorsque nous étions à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a eu une réunion en marge de la session qui réunissait M. Jean-Pierre Lacroix, qui est ici d'ailleurs, avec le secrétaire exécutif de la SADC et les ministres des Affaires de la SADC, dont moi-même au nom du chef de l'État. Nous avons posé le problème de la coordination. À Addis Abeba, on en a parlé aussi. Et même à Windhoek, on en a parlé. Voilà, l'occasion nous sera offerte de finalement situer chacun là où il est
les Nations Unies vont faire quoi? Le tout, j'insiste, et je voudrais que tout le monde comprenne ça au niveau de la communauté internationale et nationale, le tout évidemment dans le respect des règles de la souveraineté de la RDC qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot. Et selon ce que nous voulons faire, selon, si vous voulez, l'idée, la nécessité pour nous d'être la première force dans notre pays. Parce que c'est nous qui devons défendre notre pays. C'est très clair. Qu'on comprenne, on ne sous-traite pas. Parce que nous entendons à gauche, à droite, les gens qui parlent de la sous-traitance ou de l'externalisation de la défense du pays. Non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. Voilà. Alors, il y avait évidemment un petit commentaire sur sa question par rapport au G7, les Américains. Ah oui, oui, je vais vous répondre. Non, non, non. Je comprends parce qu'il y a un frémissement de ce côté-là. On pose des questions, mais attendez là. Est-ce que vous savez que les plus grands partenaires des Américains sur le plan économique et commercial, c'est qui? C'est la Chine. Et vice-versa. Vous comprenez? Alors, comment vous, le Congolais, vous pouvez vous dire que nous ne pouvons pas coopérer avec les autres parce qu'il y a la Chine, il y a les États-Unis? Non. Je vous ai répété les paroles du président en février l'année dernière lorsqu'il a honoré les ministères des Affaires étrangères en venant, si vous voulez, lancer les travaux de la deuxième conférence diplomatique. Nous avons de partenaires traditionnels, nous tenons à eux. Mais en même temps, nous voulons élargir le cercle de nos partenaires pour profiter des progrès de technologie, les progrès généralement scientifiques et les masses, le flux financier qui sillonne l'humanité tout entière. Comme je vous ai dit, les Américains font avec les Chinois et ainsi de suite. Donc voilà, il n'y a pas de confusion. Alors, on va prendre les réponses du ministre des Finances. Bien, je crois que pour la première question sur mine contre infrastructure versus partenariat global et stratégique, ce n'est pas tout à fait comparable. Mine contre infrastructure, c'est un partenariat spécifique sur un domaine précis. Mais le partenariat global et stratégique, il est, comme son nom l'indique, global. C'est la philosophie générale de notre partenariat. Et l'un n'empêche pas l'autre. Mais dans le premier partenariat mine contre infrastructure, il était clair que ce partenariat n'était pas équilibré. Il n'a pas été bien négocié et certainement il n'a pas été bien mis en œuvre, bien suivi. Et les responsabilités sont partagées. Mais le Congo est responsable de ce qu'il signe. Donc quoi qu'il arrive, le Congo doit veiller à signer des choses équilibrées. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et le suivi n'a pas été à la hauteur. C'est ce que nous voulons corriger maintenant. Et nous voulons le faire en toute amitié avec la Chine. Il est important que, et ça c'est un point de la relation, c'est que s'il y a un différend, qu'on le règle en toute amitié. Qu'il n'y a pas de raison qu'on se fasse la guerre parce qu'on n'a pas une compréhension commune ou bien on estime qu'il y a une divergence d'intérêts ou qu'il y a un déséquilibre. On en parle et on le règle. C'est ce qui est en train d'être fait. Et c'était important qu'il y ait cette visite au sommet en Chine parce qu'elle réaffirme le fait que la Chine est et restera un partenaire prépondérant pour ce pays. Mais elle réaffirme également le fait que nous tenons à ce que ce partenariat soit gagnant-gagnant. Et nous avons la responsabilité de veiller à ce que nous signons soit équilibré. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est pour ça que cet accord est en cours de renégociation. De la même manière que nous avons eu une rectification à faire sur le contrat TFM. Une rectification sur la base de données erronées que TFM, que l'entreprise chinoise a hérité de son prédécesseur, qui était américain d'ailleurs. Qui était américain. Donc nous ne visons pas un pays, nous visons l'équilibre des accords. Nous voulons des accords justes, quel que soit le pays partenaire. Il se trouve que la Chine est aujourd'hui le premier investisseur en RDC et donc c'est tout à fait légitime pour nous de le faire avec les Chinois. Mais ce n'est pas la Chine qui est en cause, c'est l'accord qui est en cause et nous le corrigeons.
Donc c'est important de le souligner. Maintenant, lorsqu'on parle de partenariat global et stratégique, eh bien c'est parce que nous voulons élargir la perspective et la vision, et parce que nous savons qu'au moins pendant un temps, nous resterons très liés. Plus de 90% des minerais que nous produisons ont comme orientation la Chine, le cobalt et pour une bonne partie le cuivre. Et la Chine qui est le premier pays de transformation du cobalt à l'échelle mondiale. Donc nous resterons liés pendant un temps. Mais nous avons nos propres objectifs stratégiques. Le VPM les a mentionnés. Nous voulons transformer localement, nous voulons que la valeur ajoutée reste sur le territoire. Donc c'est tout à fait normal que nous mettions en avant nos objectifs stratégiques et que dans la discussion avec la partie chinoise, que l'on prenne en compte les objectifs stratégiques des deux parties. Et cela va nous conduire à des partenariats qui soient plus équilibrés et qui répondent davantage aux objectifs stratégiques à long terme de notre pays. Et à l'heure actuelle, ce qui est à l'ordre du jour, pour le secteur minier du moins, c'est la transformation locale de nos minerais. Voilà un exemple. Un autre exemple que je peux donner sur le cobalt, pour aller rapidement, c'est que nous avons une bonne partie du cobalt qui est acheté par des entreprises chinoises et qui est issu de l'artisanat, des artisans. Nous estimons que là aussi, il y a des progrès à faire sur le plan du respect des normes sociales, environnementales, fiscales, etc. Nous travaillons avec les Chinois dans ce sens. C'est ça le partenariat global. Nous parlons à la partie chinoise, nous avons eu de longues discussions avec les ministères concernés en Chine et ils se sont engagés à parler à leur secteur, à leurs entreprises pour que nous soyons convergents sur le respect de ces normes, sur le respect de certains principes, sur des principes d'éthique ou des principes simplement de gouvernance d'entreprise. Donc voilà en résumé, mais il n'y a pas de problème. Et comme l'a si bien dit le VPM, la Chine aujourd'hui, à l'échelle mondiale, c'est difficile de faire sans la Chine. Aucun pays au monde peut faire sans la Chine. À plus forte raison la RDC, ce qui est important, c'est de faire bien. De faire bien pour le bénéfice global des pays partenaires et de l'humanité, raison pour laquelle la question de l'environnement était également au centre des discussions. Et il y a eu aussi un accord portant sur l'environnement. L'autre question que vous avez posée concernant la DGI, là aussi c'est important, là on revient sur nos questions intérieures, c'est important de rappeler que très souvent il arrive malheureusement que peut-être par déficit de communication ou bien peut-être parce qu'on se précipite de parler avant de lire, avant de réfléchir, on va vers des situations de conflit ou disons de différents qu'on aurait pu éviter. Ici, j'ai entendu dire par une certaine presse que j'avais mis fin à la prime de plus-value, ce qui est archi faux. Je n'ai jamais mis fin à la prime de plus-value. La prime de plus-value pour les années 2021 et 2022, elle a été payée, conformément à l'engagement que nous avons pris, le ministère des Finances et les régies, les trois régies, à travers les contrats de performance. Les contrats de performance, c'est un accord bilatéral entre le ministre des Finances et le responsable de la régie. Je l'ai signé avec les trois régies et ces contrats de performance, c'est un peu la loi des partis, pour parler comme les juristes, c'est ça qui fait foi. Et c'est ça qui nous a conduit en 2021-2022 et c'est ça qui m'a amené à payer les primes de plus-value. Maintenant, il y avait depuis 2019 un arrêté qui ne concernait pas les trois régies mais une seule régie, la DGI, un arrêté qui traitait de ces questions liées à la plus-value. Mais cet arrêté, qui est fondé sur un décret du Premier ministre, a révélé quelques incohérences dans les termes et dans les concepts. Notamment lorsqu'on parle de prime de contentieux minimum garanti, alors que dans le corps du texte, on parle de prime de plus-value. Donc il y avait une série d'incohérences qui faisaient qu'on ne savait plus très bien de quoi on parlait. Alors que dans le contrat de performance qui concerne les trois régies, on parlait très clairement de prime de plus-value. Et donc, dès lors que le contrat de performance réglait le problème de la prime de plus-value,
il fallait remettre de l'ordre sur l'arrêté qui non seulement présentait quelques incohérences, mais ne concernait qu'une seule régie. Et pour remettre de l'ordre, la première des choses, c'est de le retirer et puis de discuter et formuler un nouvel arrêté s'il le faut pour clarifier les choses. C'est ce qui a été fait. Et j'ai retiré un arrêté qui était partiel et partial parce qu'il ne concernait qu'une seule régie pour que nous puissions régler cette question au niveau des 3 régies. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, la DGDA et la DGRAD ne sont pas concernés par toute cette discussion parce qu'ils ne sont pas concernés par l'arrêté, alors qu'ils ont touché leur prime de plus-value telle que je l'ai souhaité à travers les contrats de performance. Donc nous allons régler ces problèmes. Il y avait un problème d'équité, il fallait traiter pour les 3 régies et pas pour une seule. Et il y avait des problèmes d'incohérence sur le plan du droit, nous allons les régler également. Et pour cela, nous le ferons dans le cadre du dialogue social qui est maintenu. Le dialogue se poursuit avec les syndicats, il n'a jamais été rompu. Et nous allons, je crois que demain déjà, je pourrais peut-être déjà commencer à en rencontrer. Nous allons apporter le débat, même au niveau du Premier ministre, puisqu'il y a un décret qui est concerné. Et nous allons certainement clarifier les choses, trouver des solutions. Donc je trouve dommage qu'il y ait beaucoup de tensions, beaucoup de bruit pour un problème qui en réalité n'en est pas un et qui peut se régler, si problème il y a, de la manière la plus simple et la plus paisible possible, puisque le dialogue est ouvert et permanent. Voilà. Maintenant, je vais terminer sur ce qu'on paye aux régies. Je l'ai déjà dit et répété, je l'ai dit dernièrement sur Télé 50. Faut-il que je le redise encore? Les régies reçoivent les salaires, la rétrocession des 5%, 40% des pénalités sur les primes de contentieux, sur les contentieux encaissés, et puis la prime de contrat de performance. Voilà la situation. Ils sont plutôt bien nantis. On va prendre la prochaine question, Pichou Mounba. Vous avez vu que le premier intervenant nous a pris beaucoup de minutes. On va essayer de gérer le temps, donc aller droit à l'essentiel, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Je reste sur, excusez-moi, sur l'actualité brûlante avec justement les revendications de la DGI. Et là, je m'adresse au ministre des Finances. Vous parlez d'un dialogue social qui n'a jamais été rompu, mais évidemment, l'intersyndical, il vous accuse d'avoir toujours fermé vos portes pour des échanges directs. Une deuxième préoccupation, Monsieur le Ministre, doit-on clairement comprendre aujourd'hui que les contrats de performance incluent en son sein cette prime des plus-values et qui gagnent finalement aujourd'hui les régies financières au-delà de leur salaire? Une dernière préoccupation au porte-parole du gouvernement, c'est au sujet de la sortie médiatique de l'état-major des renseignements militaires, ex-DEMIAP, dans l'affaire Salomon Kalonda, une sortie qui suscite déjà des réactions. Quelle est la réaction du gouvernement quand on sait que les camps de Salomon Kalonda le présentent depuis son interpellation comme une victime politique du régime Tshisekedi? Cette communication des renseignements militaires valait-elle sa peine quand on sait que les enquêtes se poursuivent? Salomon a-t-il agi en solitaire au regard des griefs retenus contre lui ou derrière lui il y aura d'autres acteurs qui seront impliqués? Je vous répondrai tout à l'heure. Monsieur le ministre des Finances, comme vous étiez déjà dans la veine. Donc d'abord, dialogue rompu, non. Le dialogue n'est pas rompu. J'ai eu une réunion avec les syndicats il y a un mois, si je ne me trompe pas. On a promis de se revoir encore, mais la date n'a pas été fixée. Et le dialogue est permanent, soit avec moi directement, soit à travers mon cabinet. Il est permanent. Et là, au moment où nous parlons, le dialogue est en train de se faire. Même si ce n'est pas moi directement qui parle avec eux, mais il est en train de se faire et il va se poursuivre. Je vais monter au créneau d'ici demain et nous allons continuer de dialoguer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des contrats de performance, en quelle langue faut-il le dire? Je le dis de la manière la plus claire. Les primes de plus-value sont prévues dans les contrats de performance et pour ce qui est des années 2021-2022, elles ont été payées. Voilà. Maintenant, en 2023, il n'y a pas encore de plus-value. J'espère qu'il y en aura. L'année n'est pas encore finie. Travaillons d'abord pour qu'il y en ait. Comme ça, on pourra payer ces primes pour 2023. Mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Voilà. Pour revenir à votre question, je l'ai dit il y a quelques jours d'ailleurs sur le plateau de France 24 que les services de renseignement communiqueront à propos. Je pense qu'ils ont fait la communication. Il y a une procédure qui suivra. Je ne suis pas magistrat, j'en ai un à ma droite.
Je crois qu'il faut laisser les enquêtes suivre leur cours et aller donner du résultat. Par contre, si je peux me permettre un commentaire sans aller dans le fond de ce qui a été dit, vous avez vu qu'au cours de ma prestation sur France 24, j'avais clairement relevé le fait que l'un des candidats de 4 d'ensemble n'avait pas clairement cité le Rwanda depuis les débuts de cette crise. On m'a traité des menteurs, il y a eu tous les noms et toutes les critiques. Heureusement que j'ai un ange gardien qui me protège. Mais cela dit, il a été défendu par l'armée numérique du Rwanda. Ils ne se sont pas cachés. À renfort des trolls, je ne voudrais pas leur faire leur publicité en citant les noms. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent et ça paraît bien suspect. Dans un contexte où nous sommes tous en train de nous battre pour mettre fin à la guerre d'agression, que lorsque j'attire l'attention de quelqu'un qui se présente comme un candidat, donc potentiel président de la République, qui doit avoir une stratégie claire, d'abord dans la compréhension du problème, on n'est pas agressé par les M23, je n'ai pas besoin de connaître le droit international pour savoir que c'est un pays qui peut agresser un autre, pas un groupe armé. Lorsqu'on fait cette analyse, c'est pour vous permettre justement d'avoir une vision plus précise et de bien expliciter votre pensée sur votre stratégie pour amener la paix à l'est du pays. Ce n'est pas vous offrir un prétexte pour montrer qu'en réalité vous êtes excellent dans les insultes et vous faites appuyer par l'armada de ceux qui combattent la RDC. Ça pose évidemment des questions. On attendra les résultats de l'enquête. Il n'est pas de bon droit pour nous, gouvernement, de commenter cela. J'espère ne pas m'être trompé, monsieur le magistrat, dans votre peau. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la séparation de pouvoir. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution qui le dit, donc nous suivrons comme vous. On va prendre la question de madame Ange Kasson. Bonjour, chère Excellence. Je vais poser une question en lien avec la société privée des Émirats Primera Gold. Un document qui est parvenu à la presse indique qu'il y a eu qu'une société privée, donc qui porte le nom de Primera Gold, a désormais, depuis décembre 2022, le droit d'exploiter exclusivement l'or en RDC et le coltan artisanaux. Pouvez-vous nous en dire plus sur la question? Cela veut dire quoi concrètement, s'il faut expliquer à un Congolais lambda ce que regorge ce contrat, et pourquoi le contrat, en tout cas en lisant les documents, précise qu'il y a un taux d'imposition préférentiel inférieur à ceux des autres exportateurs. Ma deuxième question, c'est en lien avec les Jeux de la francophonie. Excusez-moi de poser la question. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Donc on est à moins de 2 mois des Jeux de la francophonie. Il y a quelques semaines, vous avez fait le tour des différents sites où vont se dérouler les Jeux. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les entreprises qui sont chargées de produire des travaux ont une deadline? Est-ce qu'il y a une date butoir pour savoir quand est-ce que les sites seront disponibles, utilisables également? Merci. Voilà, on va commencer par le ministre des Finances, ensuite on terminera par le président. C'est lui qui s'occupe de l'organisation des Jeux. À main droite. Monsieur le ministre. Bien, merci Patrick. Madame, vous êtes de Reuters, c'est ça? Ok, l'agence Reuters, qui est une grande agence que nous respectons beaucoup. Mais je dois être très clair. J'ai vu les articles que Reuters a produits en rapport avec Primera, avec beaucoup de tapage, parce que Reuters est un grand nom. Donc lorsque Reuters sort un article, il y a une présomption de sérieux et d'influence qui est très forte. Et donc cet article a donné l'impression de questionner le fait qu'un pays souverain, la RDC, est signé avec une entreprise privée. Déjà ça. Et deuxièmement, on a voulu questionner le fait qu'on accorde des avantages fiscaux à cette entreprise privée et donc on est dans un cas possible de corruption. Ça a été dit d'ailleurs dans l'article, que ça laissait entendre que c'est fait pour partager l'argent par un groupe. Oui, mais écoutez, justement, c'est ça le drame. Mais nous gérons un pays. Nous gérons un pays en guerre, 30 ans d'exploitation illégale de nos ressources, notamment l'or, par le Rwanda, s'il faut le citer, et ça vous le savez, et cette mesure a été prise volontairement. Nous avons, dans le cadre de notre partenariat avec les Émirats arabes unis, qui était le principal pays de destination de l'or
qui étaient fraudés chez nous et qui transitaient par le Rwanda et vendus aux Émirats arabes unis. Mais ce pays partenaire est venu vers nous pour qu'on trouve une solution et trouver une façon de tordre le cou à cette contrebande, à cette fraude. Et c'est comme ça que c'est sur la recommandation de ce pays, dans le cadre bilatéral, qu'on est allé vers cette JV avec cette entreprise qui s'appelle Primera, qui est une entreprise de droit des Émirats arabes unis. Et donc, la partie congolaise, on a créé Primera RDC, Primera Gold RDC, qui est de droit congolais, mais c'est une JV, une joint venture signée avec une entreprise émiratie. Et donc ça a été fait exprès pour contrer la contrebande, l'or du sang qui passait au Rwanda. Et pour ce qui est de l'avantage fiscal, je vais vous dire quelque chose. Suivez-moi très bien. En 2021, fin 2021, lorsque nous étions à l'Assemblée en train de préparer le budget 2022, j'avais moi-même, dans la stratégie fiscale pour 2022, en vue de réduire la fraude sur l'or, j'avais obtenu de l'Assemblée, et notamment de la commission ECOFIN, que l'on réduise l'imposition à l'exportation de l'or artisanal, justement dans le but de nous rendre plus compétitifs que le Rwanda, qui faisait un dumping fiscal. Nous avons obtenu ces réductions des droits, mais comme par miracle, à la fin du processus budgétaire, comme par miracle, je dis bien, nous avons vu réapparaître l'ancien taux, c'est-à-dire l'avantage qu'on avait pu obtenir pour nous rendre compétitifs, a disparu du texte du budget qui a été validé à la fin et promulgué. Et cela nous a mis la puce à l'oreille. On a compris qu'on était dans un environnement compliqué. Et donc, on a raté le coche en 2022, et puis on a eu ce rapprochement avec les Émiratis, et dans la discussion, il était clair que pour qu'on puisse contrer la contrebande, il fallait qu'on soit plus compétitif que le Rwanda, et qu'on soit en mesure d'acheter. Et nous perdions la compétitivité sur deux critères. D'abord la fiscalité, le droit à l'export, et ensuite les frais financiers. La manipulation de devises, chez nous, elle coûte cher, 1% par retrait, etc. Le Rwanda, malin, a pu être plus compétitif que nous sur ces deux critères. Vous savez que toutes les devises qui viennent au Congo finissent au Rwanda, notamment le cash en dollars. Parce qu'on ne paye pratiquement rien, la gestion des devises au Rwanda est beaucoup moins chère qu'en RDC, y compris les transactions bancaires. Deuxièmement, sur la fiscalité, elle était plus avantageuse. Voilà pourquoi nous perdions tout notre or qui allait au Rwanda. Et cet or, vous savez comment il était récolté. Il passait la frontière sans que l'on n'y voyait que du feu, et il fallait arrêter cela. Donc, nous avons trouvé cet accord. Il fallait avoir un opérateur qu'on pouvait contrôler. On a fait la JV. Cet opérateur devait avoir la capacité financière de racheter l'or, et il l'a. Et c'est comme ça qu'on a mis en place cette JV, et nous en sommes très fiers. S'il fallait le refaire 10 fois, 100 fois, nous le referons, parce que nous l'avons fait pour l'intérêt supérieur de la RDC. Alors, quand je vois des gens qui viennent vouloir nous faire croire que nous sommes dans la petite corruption, alors que nous sommes en train de faire quelque chose de salvateur pour sauver le pays sur une question essentielle, je n'ai pas d'autre mot à dire que ces gens sont complices de nos ennemis, de ceux qui nous affrontent, de ceux qui nous agressent. Il n'y a pas une autre explication. Et c'est dommage qu'une agence aussi prestigieuse que Reuters soit le relais de ce type de propos. Parce que je sais que Reuters n'a rien à voir avec ça. Mais il n'empêche que c'est sorti dans Reuters. Ça a été écrit dans Reuters. Et je vous dis qu'il n'y a pas d'autre conclusion à tirer que la personne qui a écrit cet article est de mèche avec nos ennemis. C'est tout. Voilà, on va prendre la réponse du VPN sur la question de la francophonie. Et je crois que ce qu'a dit le ministre de l'Information est extrêmement clair. Et en plus, il s'est réservé. Mais s'il devait aller jusqu'au bout pour dire ce qui est en train de se passer, moi j'avais parlé il y a quelques jours de candidat de Kigali, candidat président de la République de Kigali. Tout ça est en train de se dévoiler. Comme quoi le temps révèle tout. Et donc nous sommes dans une grande bataille. Alors s'il vous plaît, ne venez pas induire en erreur les Congolais
dans ce contrat avec Primera, il n'y a pas la moindre compromission, et je le sais parce que j'ai piloté ces négociations. C'est une JV. On est, je crois, à 45, 55, quelque chose comme ça. Et donc, le sacrifice que l'on fait en fiscalité, on le fait pour être sûr qu'on siphonne l'or qui allait au Rwanda en fraude, et on touche quand même une fiscalité, et on récupère en dividende puisque nous sommes actionnaires. Il n'y a pas meilleur deal, et ça, ce n'est qu'une première étape. Après, il y a la transformation. Aussi bien sur l'or que sur le coltan et le reste, il y a une partie minière, il y a une partie industrielle. Et donc, c'est le plus beau, de mon point de vue, c'est l'un des plus beaux contrats qu'on a pu signer ces 2 dernières années. Mais une stratégie aussi pour contrôler la traçabilité de minerais, exact. Comme quoi diplomatie rime avec mine, avec finance, etc. Exact. Mais Ce que vous dites, monsieur le ministre, est tellement vrai que je profite de cette question, de la réponse de mon collègue pour dire que lorsque nous avons présenté le programme du gouvernement à l'Assemblée en matière de coopération et lorsqu'on a organisé la conférence diplomatique, n'oubliez pas, nous avions entre autres objectif d'attirer les partenaires extérieurs, les pays qui veulent acheter Congo en termes de matières premières, de ressources naturelles, de venir directement traiter avec le pays au lieu de passer par des fraudeurs, de passer par des gens qui pillent notre pays, et ceux qui achètent, en droit on les appelle des resellers, parce que des produits tirés du Congo de manière frauduleuse, vous comprenez. Et c'est dans ce sens-là, parce que j'ai eu je m'occupe en même temps de la coopération bilatérale et multilatérale. Lorsque nous avons commencé le contact avec les Émirats arabes unis, nous avons fait prévaloir cet élément. Comme en Chine, lorsque nous sommes partis avec le président, nous avons dit aux Chinois, pourquoi passez-vous par, comment dirais-je, des sentiers qui côtoient la criminalité économique? Nous sommes ouverts, venez, on travaille avec vous, traitez directement avec nous. C'est ce qu'ils ont fait à travers ce contrat-là. Au lieu que ça passe ailleurs, venez chez nous, transformer, donner de la valeur ajoutée, on discute. Gagnant-gagnant, si vous avez besoin d'avantages fiscaux, comme dit le ministre Nicolas Kazadi, on en discute. Donc, on est en train vraiment de lutter en même temps contre le pillage de nos ressources. Voilà. Alors, la francophonie. Des mots, oui, les Jeux auront bel et bien lieu, je crois, du 28 juillet, si je ne m'abuse. Comment? Au 6 août. 8. 6 août. 6 août, oui. De 28 28 au 6 août. Ils auront bel et bien lieu. Je demande aux Congolais qui vont y participer de s'entraîner très bien. Je demande aux Congolais qui vont participer du côté culturel d'être en mesure de vendre notre culture et de démontrer que nous avons des jeunes que vous êtes, qui sont capables de beaucoup de choses, qui peuvent contribuer, si vous voulez, au rayonnement de la langue française et à la multiculturalité de la francophonie à travers l'espace francophone et à travers le monde. Donc, ce côté-là, il faut être rassuré. Solange, ça va, il n'y a pas longtemps que tu es là. Bon. les infrastructures seront prêtes? Les infrastructures, ça dépend de quel type d'infrastructure. Et de quel type de travaux. Il y a des travaux qui vont continuer absolument, puisque les travaux de surveillance et d'entretien. Certains travaux de réhabilitation peuvent continuer jusqu'au mois de juillet. Mais sachez bien qu'au plus tard, à la fin de ce mois, tout sera terminé. D'ailleurs, cette semaine, je vais recevoir les délégués des pays membres de la francophonie qui vont envoyer des athlètes participer aux Jeux pour que nous puissions faire les dernières mises au point. Je crois que le 8, c'est pratiquement après-demain. Hein? Jeudi le 8, c'est jeudi le 8. Donc, soyez soulagés, ça sera bien. Et je demande à tous les jeunes francophones de venir nombreux, à tous les jeunes Congolais de venir accueillir les jeunes de l'espace francophone et d'échanger avec eux, parce que nous construisons tous la civilisation de l'universel. Voilà, on va prendre la dernière question pour terminer, parce qu'on a débordé sur le temps d'antenne de la RDC, de la RTNC, excusez-moi, Alain Waikali. De toute façon, Madame Ange, le président de la République lui-même s'est déjà plusieurs fois déplacé pour faire le tour
de différents sites des Jeux. Je pense que nous allons faire d'autres visites avec le VPM pour nous assurer. La bonne chose, c'est que j'ai constaté que dans la salle, les journalistes sont prêts parce qu'ils ont parlé du 26, du 28 au 6 août. Ça veut dire qu'ils s'impliquent déjà dans l'organisation. Ce sera le grand rendez-vous pour lequel nous allons tous nous activer. Alain Waikani, allez-y. Bon, on prendra rapidement une dernière question en lingala pour terminer. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur le VPM, je profite. J'ai une question que j'avais posée au porte-parole, ça fait longtemps. Il avait promis de vous ramener. Nous sommes dans la EAC, nous siégeons, on a presque ratifié tout ce qu'on devait ratifier, mais les Congolais de l'Est surtout se posent la question, qu'est-ce qui se passe avec les visas? Parce que nous savons, cette procédure-là se passe entre les autres États. Les free movements, ça visa, mais à Goma, Bunia, Magui, on continue à payer les visas. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Monsieur le ministre Nicolas, on a tous suivi avec l'IGF, il y avait beaucoup de choses qu'on avait reprochées, par exemple, dans cette histoire que vous avez mentionnée, Sicomine et tout. Vous dites qu'il y avait des différends qu'on a déjà arrangés. Qu'est-ce qui a été arrangé pour que les Congolais qui ont suivi ce qu'on a eu avec l'IGF, tout ce qu'on a dénoncé, comprennent aussi, voici ce qu'on avait dénoncé et voici ce qu'on a arrangé, par exemple. Voilà. Qui commence, VPM Bon, on y va. Les visas. Non, je crois qu'il faut être un peu patient. Hein. Lorsque vous adhérez à une institution, à une organisation, la phase qui suit, c'est la phase d'harmonisation des législations, la phase d'harmonisation des instruments juridiques et la phase au cours de laquelle on prend des mesures d'application. Okay? Malheureusement, un peu, il y a cette affaire de l'Est qui dérange un peu parce qu'il faut reconnaître quand même que la priorité, c'est la restauration de la sécurité à l'Est. Mais sinon, les services techniques sont à pied d'œuvre pour finaliser tous les actes additionnels. Voilà, monsieur le ministre des Finances. Oui, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, TFM est le principal dossier qui a été réglé, quasi définitivement. Et on avait la question des réserves, qui était le plus gros dossier TFM, la question des réserves qui est un héritage de l'ancien, issu de l'ancien propriétaire de l'entreprise qui s'appelait Freeport. Cette question il y a eu de longues négociations, de très longues négociations au sein d'une commission mise en place à cet effet. Et là, ils ont pu atterrir sur un accord autour d'1 milliard, 1,2 milliard je crois, à payer sur 5 ans. Et qui va bientôt démarrer. Et donc ça, c'est la question des réserves a été quasiment réglée. Il y avait une autre question liée au paiement des super profits. Celle-là également, elle était en suspens et nous avons pu la régler juste avant d'aller en Chine. Et TFM a procédé au paiement qui restait concernant les super profits. Alors pour Sicomine, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu de temps suffisant avant le voyage pour régler le problème. C'est un gros dossier et il est en cours, une commission est en place et donc on saura dans les prochaines semaines comment on atterrit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va rectifier les choses parce que la volonté affichée par les deux parties est de sortir de ce différend et puis d'aller de l'avant, de travailler sur l'avenir. Alors, vous pouvez relire à ce propos le compte-rendu du Conseil des ministres du 20 mai dernier. Le président de la République dressait plus ou moins la voie à suivre et quelques orientations qui donnaient au comité stratégique qui devait travailler sur la base d'une feuille de route. Nous y reviendrons évidemment dès que nous aurons plus d'éléments. Fabrice, pour terminer, une question s'il vous plaît. Merci. Matoni mingi tono Patrick Muyaya, mali mutuna moko na ntoma kurangera kamambi ya mosolo. Solo boti bon kotia mokoloto na mokanda boti bon kosala kuna na ekolo Chine. Nzokande tomoni na mokanda osalemaki na mibu mileki. Batalisi mbano tope litumba oyo Congo démocratique oyo kobongo kolonga na boyokani ya da bikolo mibale banzela nzokande etongami te ya bino ezali nini esengeli kotalisa na bayi Congo démocratique litomba na bango ya masolo obote kosala na mboka ya Chine na ntoma koyangelaka mambi ya bapaya bikolo minei tope mampinga minei oyo ezali koya kopesa maboko simbisi na mampinga ya ekolo Congo démocratique boko banga mbilinga te na ba mampinga wana solo boko zala penda na makoki
ya kosenzela mampinga wana natoma Patrick Muyaya lelo engoma mokonzi Kisasa ezalaki bongo par terre na mambi matali grève solo bakumbi tukutuku tope ba chauffeur baboyaki bongo kosala misala baimboka bakozela bongo eyano ya mbula matali Congo démocratique ozaki na mutuna moko komi mutuna misaka ko pesi mutuna mutu moko toko bandana eyano ya VPM na makambo oyo etali basoda oyo ewuti na bamboka mosusu oyo baza epai na biso nazalaki kolimbola na kifrançais ete ya liboso tokozala na de réunion moko tokosala le 23 na sanza oyo ya juin na Luanda wana tokozala bato bauti Addis Abeba Union africaine bato bauti côté à Libreville dans le Baboye parce que communauté des États de l'Afrique centrale bazaka na siège la Bagukuna bato bauti SADC donc na Botswana bato bauti EAC East African Community na Arusha tukutana kuna na kanisi Nations Unies pe bakozala poto yeba mutu na mutu pa na biso azali epai wapi pe aza kosala musala nini nyonso anefo sala mana ndenge biso bana mboka tolingi donc ya libosi fo bon lisanga wana ezali po toyokana malamu surtout que toza kokende mbango na esika ya maponami ya élection ya mibale epa mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi pe pa ya gouvernement boye bakatoa kosala maso pote makambo wana ya bapinga ya bamboka mosusu epa na biso esila ndeko loba nini tuya kosala makasi po basoda nyonso bazwa makoki mpona kokenge na mboka pe kokengela population na biso makambo wana tokomi mosika ngai naza ministre ya défense te yaki kolimbela bino makambo wana kamara ndeko na ngai vice premier ministre Mbemba me nayebi ke sika wana toza makolo toza kopika makolo na ndenge ekoki naloba nini na mikolo eza koya ekozala lokola mbala oyo elekaki te il faut ozala très sûr ndenge nalobaka awa tala penepene na wana bokomi eloko nini bendele ekokwea te zala na confiance epai ya président epai na bampinga na biso mpe eloko ndeko Nicolas Kazadi mais lingala neza mo makasi mais lingala noza kitoko rotine Lwando na kokango te metikaka na loba donc oyo lobi na kansi ozo loba ka même contrat wana ya sikomina donc na moment ozo loba il fallait basala banzela na ba infrastructure pona mbongo lokola 3 milliards de dollars mais basaleli kaka à peu près 1 milliard donc batikali lokola na nyongo na biso ya 2 milliards ndenge tosinyaka liboso mais tokotala après banégociation soki tokosuka wapi na montant oyo esengeli bango bafuta na ndenge ya bainfrastructure mais oza na raison ya koloba ke biloko etongami te ndenge toyokanaki mais côté mosusu mpe eza biso po tozwi retard mingi po toloba ke tolingi boye tosala boye il faut biso mpe tomibongisa toyeba eloko nini tolingi tosala na ba 2 milliards wana mais peut-être que 2 milliards yango ekozala sous 2 milliards te ekobakisama selon soki ocompare na ndenge bango baexploite baminerai ndenge soki otali mbongo oyo société wana ebimisi par rapport à oyo biso tozozela po topesi bango baavantage ebele avantage fiscal baavantage ebele mais oyo tozwi ekokani nanu na oyo topesi te donc totala esika tokosuka mais nayebi ke tokoyokana et puis infrastructure ekotongama po kote wana en tout cas bachinois bayebi kotonga. Voilà, merci beaucoup na na yano nayo na mikolo ezali ko yabiso nyonso tokoloba chiluba tokoloba swahili po bakongole bala na biso bisika nyonso bazali na motuna na ya suka à propos ya makambo esalamaki lelo na sololaki na ministre provincial ya intérieur monsieur Gratien Tsakala pe na sololaki na général Kasongo ezaki conflit moko entre ASECO association des chauffeurs du Congo na ACHACO je crois association des chargeurs bazali ko wela ba compétence balobi a bino ba chargeur il faut bokende kuna
kota bamasuwa botikela biso chauffeur côté oyo. Il y avait aussi souci mususu balobi tracasserie policière ezalaki mwa nungu ezalaki côté wana kasi que ce soit monsieur Gracien Tsakalana général Kasongo balobaki na mukolo il fallait basala milulu réunion rencontre na bango baye banenge ya ko harmoniser donc un mususu basisi nanu milulu bazalaki nango te toyeba o nini décider pour na lobi kasi décision ezwamaki ke makelele wana nyonso fossile là parce que c'est des questions il y a compétence provinciale mais au biso tokoti na kati parce que Kinshasa eza miroir ya Congo pour na s'assurer que ville ezala na kimia. Alors on va terminer ces briefings sur le vice-premier ministre avec votre communiqué qui n'est pas une excellente nouvelle parce qu'il y a beaucoup de compatriotes qui sont morts au Soudan. Vous savez que nous suivons la question de près, nous en avons parlé en Conseil de ministres et donc tout à l'heure, pendant d'ailleurs cet échange, le vice-premier ministre a signé un communiqué qui vous sera distribué à la fin de cet exercice. Je voudrais le lire très rapidement. Le ministère des Affaires étrangères et francophonie a appris avec une profonde consternation la mort de 10 Congolais tués par des bombardements effectués le dimanche 4 juin 2023 à 13h sur le campus de l'Université internationale d'Afrique au Khartoum. Des informations en possession du ministère des Affaires étrangères et francophonie indiquent que ces tirs mortels exécutés par l'armée régulière sur une zone occupée par des populations civiles et non armées, y compris des ressortissants des pays étrangers, ont grièvement blessé d'autres compatriotes qui se trouvent actuellement à l'hôpital militaire Kouliat Razi dans la capitale soudanaise. Voici les noms des Congolais tués par ces bombardements. 1. Kula Massamba. 2. Benjamin Mwangi Ibrahim. 3. Abdul Kilumboudidi Goumoulé. 4. Joseph Kamango. 5. Tabin Aboubakar. 6. Georgette Nkabongalou Mumbanga. 7. Ismaël Patient Jean. 8. Bébé. 9. Farouk. 10. Rosa Patience Jean. Suite à ces drames qui viennent d'endeuiller la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre a reçu ce lundi 5 juin 2023 M. Moussab Altoum, chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa. Lors de cette entrevue, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a transmis à son hôte le message de tristesse et de protestation du gouvernement congolais. Monsieur le vice-premier ministre, voici en liminaire le communiqué que vous avez fait. Peut-être que spécifiquement sur ces sujets, comme les compatriotes ont été touchés, quels commentaires vous pouvez faire et quelles sont évidemment les dispositions que vous avez prises notamment pour prévenir les familles respectives? Bon, disons un petit complément là-bas. C'est que nous avons demandé aux chargés d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais, parce que vous avez suivi, ce sont les troupes régulières qui ont bombardé le campus universitaire pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité conformément à nos traditions aux côtés de leurs membres des familles. Et le gouvernement s'emploie à cela. Par ailleurs, il faut préciser également, parce qu'on peut se demander mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio. Nous avons fait un message sur les réseaux sociaux à tous les Congolais habitant le Soudan de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions. Vous avez vu que, par exemple, que les journalistes sont arrivés ici. Qu'est-ce que je dis? Les joueurs qui étaient avec Florent Ibengue, et je crois que la semaine passée, on a réussi à les rapatrier avec les moyens débloqués par le gouvernement au niveau de l'ambassade, parce que sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ce lot, parce qu'il faut payer les minibus et les gros bus à la frontière, et ça fait une longue distance pour quitter la frontière et arriver au Caire, prendre l'avion, et nous étions dans ce processus-là. Ceux qui se sont trouvés à l'université, en fait,
Ils étaient là. D'ailleurs, on verra dans les images, il y en a des gens qui nous lançaient un appel à nous, le gouvernement. Évidemment, c'était venu après, mais les dispositions étaient en train de se prendre pour multiplier le nombre de bus qui devaient prendre nos compatriotes de la frontière soudanaise jusqu'à la ville, je crois, d'Assoua, et de là, l'avion jusqu'à Kinshasa. Donc nous continuons cela. Malheureusement, bon, ce qui est arrivé là, et ce qui nous fait très mal, c'est que c'est bon, ce sont les forces régulières qui ont largué des bombes, sachant que bon, il y a des étrangers là-bas. Et voilà, pour les familles, on a lancé des communiqués avec des noms pour que les familles se déclarent au ministère, que nous voyons comment intervenir pour organiser les obsèques de nos compatriotes qui sont morts au Soudan. Voilà, c'est sur cette note que nous allons terminer ces briefings, évidemment en présentant les condoléances du gouvernement aux familles qui ont été touchées. Monsieur le vice-premier ministre, merci de votre disponibilité à toujours rendre compte du travail que nous faisons. Autant, monsieur le ministre des Finances, nous n'avons pas terminé avec vous parce que je sais qu'il y avait des questions, notamment sur la vie chère. Nous allons revenir dessus parce qu'il faut progressivement qu'on aille dans les vifs du sujet, dans les fonds où on nous évite parce qu'on préfère aller dans les schémas du chaos pour éviter les vrais débats. Nous parlerons des problèmes des Congolais et des solutions que nous proposons. Merci de votre disponibilité, vous aussi, et toutes nos excuses encore pour les téléspectateurs de la RTNC. Le journal passera juste après. Merci. Au tribalisme, protégeons notre diversité culturelle, notre Congo toujours liboqué. Bomoko. Quel numéro? Non oui, na poto awa seriete après tout message alors kozanga koyeba ekotambusa yo mokili na poto na beti na midele na vite yo kaka ubongi oise le sport, jouer, c'est simple. Du nouveau Schengen Sport. Jouez sur les loteries internationales toutes les 5 minutes. Alors, vous avez des très bonnes cotes. Gagnez même avec un seul numéro choisi de 2, 3, 4 fois votre mise. Si tous les numéros que vous choisissez sont gagnants, vous pouvez gagner jusqu'à 30 millions de francs congolais. Schengen Sport, plus même paris sportif. Une passion. Il y a des matins qui ne se ressemblent pas. Comme aujourd'hui, je me sens tellement bien dans ma peau et ma journée promet d'être splendide. Rien de mieux qu'une belle baignade en complicité avec mes fans. Hello, hello mes fans! Today, je dirais à tous, la gamme de beauté qui me rend, c'est belle. C'est la gamme de beauté Chicon. Chicon a une formule commande qui s'adapte à tout type de peau, enrichie en enzymes et en vitamine B3. Chaque matin, je savoure chaque minute dans ma douche en me lavant avec son savon liquide qui rend ma peau saine et plus éclatante. Et son gel de douche hydrate ma peau en profondeur et la rend plus belle. Même ma soeur qui a une peau plus foncée que moi utilise Chicon. Et le résultat est plus que parfait. L'application de la lotion matin et soir unifie mon teint et la rend naturellement belle. Maintenant, la beauté des vapeurs n'a plus de secret pour vous. Chicon, belle pour un jour, belle pour toujours. Chicon est disponible partout en RDC. Dans sa nouvelle édition,
Eshima Magazine met en lumière le travail réalisé par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara. Dans ses colonnes, le mensuel congolais revient sur le bilan de ce membre du gouvernement, Sama Lukonde 1 et 2, mais également sur son parcours et ses actions sociales réalisées principalement dans la province du Sud Kivu. À la une, élaboration des budgets 2022-2023, Aimé Boji aligne des chiffres historiques avec le rôle crucial que joue son ministère, c'est lui d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière budgétaire. Aimé Boji Sangara a mis toutes les batteries en marche pour améliorer les prévisions budgétaires et la qualité de la dépense publique, tout en respectant le délai constitutionnel du dépôt des projets de loi des finances au Parlement. Un travail qui a fait que le gouvernement aligne des chiffres historiques comme 16,8 milliards de dollars de budget en 2023. Aimé Boji se consacre à plusieurs actions sociales dans la province du Sud Kivu, son terroir. Autre titre à découvrir, mobilisation de recettes en 2023. DGI, Barnabé Mwakadi multiplie les stratégies pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement à sa régie. Code numérique promulgué, la RDC a réglementé sa toile. Découvrez également un entretien exclusif avec Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Vous êtes fournisseur d'accès Internet, entreprise publique et privée, institution, organisation internationale, PME, incubateur. Sachez que la RDC devient centre du trafic Internet au cœur de l'Afrique centrale grâce à l'ONG Internet pour tous. En collaboration avec l'entreprise allemande Dekix, numéro 1 mondial dans le secteur des points d'échange Internet, l'ONG Internet pour tous lance le plus grand point d'échange d'Afrique centrale appelé Africa Congo Internet Exchange, ASIX en sigle. Une première en RDC et en Afrique centrale, Internet Exchange. Bandakala nalingaka kolamba eza ndenge nanga kolakisa bato ndenge nalingaka bango. Spécialité nanga eza mapa ya manteka. Eza pasi te kosala soki oponi biloko ya malamu mpe ya kitoko. Mpe mpona wana naza na sekele na ngai oyo erataka te. Altesse etindami na bato ya boyebi. Voici ADEM, un savon antimicrobien, nettoyant et très hygiénique pour l'usage du corps entier. Pour les enfants, les jeunes et adultes. Prenez votre bain de chaque jour avec le savon ADEM. Le savon est fortement moussant, bien parfumé et vous assure propreté pour tout le corps. Lavez-vous les mains avec le savon ADEM pour éviter les maladies de massage comme la diarrhée, la médiase et aussi la COVID-19. L'excellence de votre santé est très bien assurée par le savon ADEM. Vous devez aussi savoir que le savon ADEM est homologué par le ministère de la Santé. C'est pourquoi c'est recommandé par nous les médecins, les dermatologues et les pharmaciens. Le savon ADEM est disponible dans les pharmacies, boutiques, magasins et supermarchés. Voir Prince Pharma SARL. Bonjour, asseyez-vous. Écoutez. 13 multiplié par nombre min égale caca 1. Tu peux répondre à cette question? Moi, mais c'est Pindi. 13 multiplié par 0,100 égale 1,3. Et ça dit, tout nombre inférieur à 7 après 1,2. Donc c'est 1. Bravo. Utomo mwana na ye tomelisaki potopoto kaka deli na bavitamine mpe na baguna yango nyonso ti lelo akoka kotika ngo te. Oh, mais c'est normal azala bongo. Potopoto d'élite eza bien pour la santé ya bana efungolaka mayele ya bana na kelasi eswanyaka miso ya bana ekomisaka mino na mikuwa makasi. Kaka, esala mpe bana babela bilako papa te. Ipindi Potopoto d'élite. Toujours numéro 1 à RDC.
Mon boss, apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hey, Pisty. Oh, hey, vous avez levé. On va tirer levé. Comptez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket d'ailleurs. Winner 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 494 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Vinewana Bosobeta. Souviens-toi quand tu étais encore trop petite à l'époque. 10 ans plus tard, pas à pas, tu apprends et grandis. Je suis venue déposer mon CV. Oui, j'étais là quand tu étais stressée et quand tu as eu ton premier jour de travail. Merci beaucoup. Et quand tu étais heureuse pour commencer une nouvelle phase de ta vie. Je suis Bandila. J'étais là et je serai là pour toujours et à chaque étape de ta vie. Les familles Konso, les Tunita, Ikango, Chibangu, Ntela ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances la mort de leur père, Godé Konso Moukabel, décédé le dimanche 28 mai 2023 à 11h. En attendant les programmes des obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil a lieu sur l'avenue Kivu, numéro 15, référence arrêt horoscope, maison communale de Bandalungwa. Ce communiqué tient lieu de faire part. Les familles Kindo Kivuvu, Mwene, Ngombi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils, répondant au nom de Kindo Kinzuzi Jean-Claude, héritier Kiss, survenu à Boston, aux États-Unis d'Amérique le 31 mai 2023, de suite d'une courte maladie. Et le programme prévoit ceci, ce mardi 6 juin, veillée mortuaire à Kinshasa et l'enterrement à Boston à 18h, 23h de Kinshasa. La veillée mortuaire aura lieu 6 avenue Jolie Park, numéro 79 à Makompagne, référence Guest House de Makompagne, commune de Ngalema. La famille Matonga Nzofu, la famille Munzombo ainsi que la communauté baptiste du Congo ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances et collègues le décès inopiné de Madame la révérende pasteur Mujinga Munzombo Ernestine, pasteur de la SEBCO, bourgmestre honoraire de Massina et Ngiringiri, député honoraire et membre cofondateur du PPRD. Elle est décédée le dimanche 20 mai 2023 à 15h45 ici à Kinshasa après une longue maladie. Le deuil a lieu pour l'instant en la résidence familiale sur l'avenue ACP numéro 67 au quartier Petro-Congo dans la commune de Massina, référence abattoir, et les programmes se présentent comme suit. C'est mardi 6 juin, veillée mortuaire à la cathédrale du centenaire protestant à partir de 19h, référence Université protestante du Congo UPC. Mercredi 7 juin, levée du corps à 9h de la morgue des cliniques Ngalema vers la cathédrale du centenaire protestant et culte d'action des grâces. 12h15 départ pour l'inhumation à la nécropole entre-terrestielle. Les familles Yangasa, Anne-Marie, Nkumu, Ngundu, Molango, Komichelo, Bobey, le colonel Capolota, Roger ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances le décès de leur fille, sœur, nièce, Liliane, Françoise, Mélanie Yangasa,
Kiaousikou, chef nursing, pavillon 5, clinique Ngalema, décédé le vendredi 26 mai à la clinique Ngalema de suite d'une maladie. Le deuil a lieu en la résidence familiale au numéro 35 de l'avenue Boéra, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou. Et le programme prévoit le mercredi 7 juin, 18h, messe d'action de grâce en la résidence familiale au numéro 35 de l'avenue Boéra, quartier Matongé à Kalamou. 20h, veillée mortuaire. Le jeudi 8 juin, levé du corps de la morgue et derniers hommages à l'illustre disparu, et il sera levé de la morgue de la clinique Ngalema à 9h, 12h, enterrement à la nécropole de Mingadi Nouvelle Cité, 15h, retour pour le bain de consolation au numéro 35 de l'avenue Boéra, quartier Matongé, commune de Kalamou. Monsieur Makwa Fede, cadre de la RTNC, et la famille du révérend Somada Joseph annoncent aux amis et connaissances, aux frères et sœurs, ainsi qu'aux ressortissants des Grands Équateurs dans la province de Mongala et Baozouélé, les décès de leur mère, grand-mère répondant au nom de Mombitia Kolongo Anna, survenu le 30 mai 2023 à l'hôpital Saint-Joseph de Dimété. Le deuil a lieu sur l'avenue Parc Virunga numéro 29 au quartier Régini dans la commune de Lemba. Le programme se présente comme suit. C'est mercredi 7 juin, veillée mortuaire en la salle polyvalente RM, située sur le boulevard Sendou à 18h, référence station Angen. Jeudi 8 juin, levé du corps de la morgue. Les points final, 6 avenue Forgeron, limité première rue, quartier Founa, référence église révérend pasteur Oualo. L'enterrement est prévu au cimetière entre terrestriel et un bain de consolation est prévu toujours en la même salle. La communauté de Mangembo ainsi que la famille Moirabou ont la profonde douleur d'annoncer à l'église Corps de Christ, aux amis et connaissances, le décès du révérend pasteur Jean-Pierre Moirabou, directeur au ministère de Finances, décédé le lundi 29 mai 2023 de suite d'une courte maladie. Le programme se présente de la manière ci-après. Le lundi 5 juin à veillée mortuaire à l'espace Ave Maria à partir de 18h. Le mardi 6 juin 2023, levé du corps de la clinique Ngalema pour être exposé à l'espace Ave Maria à 8h. Et ce mardi, il y aura levé du corps vers le cimetière Kimberley Memorial Park à partir de 11h30. Madame Grace Ingom Matondo, épouse du défunt ainsi que ses enfants, les familles Bangui, Anem, Kifokie, Labila, Kalvanda, l'honorable Boris Mbokulaka ainsi que toute sa famille ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur mari, père, frère, fils, cousin et beau-frère, M. Franklin Bangui Mwana Bangui, chef des services commerciaux à la société MK Étanchéité, située sur l'avenue Bypass, commune de Lemba, vers sous-région. Jeudi 8 juin, 9h, levé du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph, 10h messe de suffrage à la paroisse Notre-Dame d'Afrique à Lemba, 12h départ pour l'inhumation au cimetière entre terrestriel et à 15h bain de consolation au centre culturel de Lemba, ex-franco-congolaise. Mais en attendant, le deuil se tient en la résidence familiale sur l'avenue Karunde numéro 36 dans la commune de Lemba. La famille Ngonde, Bakebisia, Boulipi, Baruti, Nengbangba et Bamboulé annoncent aux membres de famille, amis et connaissances le décès de leur père, oncle, grand-père, Ngonde Makogbo Gabriel. Et le programme prévoit ceci. Ce mardi 6 juin, il y avait un mortuaire en la salle Villanova, Event Center, au numéro 4630 de l'avenue de la Science et Prince de Liège, référence Izipa Chaumba. Le mercredi 7 juin, levé du corps est suivi de l'exposition de la dépouille mortelle à l'hôpital du Saint-Contenaire, 9h mise en place et 9h45 début de la cérémonie, 11h inhumation à la nécropole entre terre et ciel 1 de lancé les 15h30, retour pour le bain de consolation au restaurant MJ dans l'enceinte d'Oasis à Bandal. La famille Shindano annonce aux amis et connaissances, à tous les ressortissants d'Imaniema, Kibombo ainsi qu'à toute la grande famille de la police nationale congolaise, les décès de leur père, mari, oncle et compagnon en la personne de Shindano Pene William, au commissaire principal de la police nationale provinciale basé à Goma,
survenu à Kinshasa pour des raisons de santé. Et là, la mort l'a pris, c'est mercredi 31 mai 2023 à l'hôpital militaire de référence du camp lieutenant-colonel Kokolo. Et la dépouille se trouve gardée à la morgue du camp lieutenant-colonel Kokolo. Pour l'instant, le deuil a lieu dans la commune de Kassavubu, sur l'avenue Bongandanga, numéro 43, référence au rond-point Gambela, et le programme vous sera communiqué ultérieurement. Madame Louye et Mawete Rose, agent à la RTNC, la famille Kinene, ses enfants et beaux-fils, ses frères, belles-sœurs, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur mère, tante, grand-mère, sœur Clémentine Kiangebeni Kinene, survenue le samedi 27 mai à 20h de suite d'une courte maladie. Le corps se trouve gardé à la morgue de la clinique quinoise et le deuil a lieu sur l'avenue Makanza, numéro 190, commune de Ngiringiri. Le programme prévoit ceci, le vendredi 9 juin, il y aura veillée mortuaire sur l'avenue Makanza numéro 190 dans la commune de Ngiringiri en la parcelle familiale de référence parking Mollard. Le samedi 10 juin, 9h, levée du corps de la morgue de la clinique quinoise, 10h, inhumation au cimetière de la vallée de l'Espérance à Mingadi 2, 15h, retour pour le bain de consolation au même endroit de la veillée mortuaire. Monsieur Michel Kiapa mène, cadre à la RTNC, et Monsieur l'abbé Simon Zindo Tambidila, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa et curé de la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa, informe les amis et connaissances du décès de maman Esther Ndona, mère biologique de l'abbé Zindo Simon. Les programmes se présentent comme suit. C'est jeudi 8 juin, 18h30, célébration Eucharistie suivie de la veillée mortuaire en la paroisse Saint-Pierre. Vendredi 9 juin, 8h, levée du corps à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph. 15h, messe en la paroisse Saint-Pierre suivie de l'inhumation à la nécropole entrée-terrestielle. Et Madame Miaka Mayo, agent à la RTNC, la grande famille Tangwake à Kalonda, les familles Mayo et Moni, Ipé, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur petite fille, mère, sœur, tante, belle-sœur, belle-mère, Mayombo Nadine. Elle a rendu l'âme le 26 mai 2023 à 6h à la clinique hospitalière Initiative Plus de suite d'une courte maladie. Et le deuil a lieu sur l'avenue Mobilizi, numéro 4, commune de Ngalema, référence Arrêt Lalou, quartier d'Elvaux, et le programme prévoit ceci. Le jeudi 8 juin, il y aura veillée mortuaire en la résidence familiale au numéro 4 de l'avenue Mobilizi, entrée Lalou à Binza d'Elvaux. Le vendredi 9 juin 2023 à 10h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, recueillement, 12h, départ pour la mise en terre à la nécropole de Kimberley Memorial Park, c'est dans le Congo central. Au retour, il y a un verre de consolation qui sera partagé et ce communiqué tient lieu de faire part. Halte au tribalisme. Protégeons notre diversité culturelle. Notre Congo, toujours liboqué. Bomoko. Page Magazine. Les États ressentent aujourd'hui la nécessité de battre campagne contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. La RDC s'inscrit dans cette démarche au travers de la CNRF, ce qui justifie ces 3 jours de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme avec plusieurs corps de métier. Les experts comptables, les avocats, les négociants en pierres et métaux précieux, les architectes, les agents immobiliers et autres conservateurs des titres immobiliers. Dès la première journée, le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kissula, rappelle l'importance de cette lutte, surtout dans le secteur minier. Vous devez donc protéger votre métier en évitant que les acteurs non professionnels dépourvus d'éthique ne puissent rejoindre votre corporation. Votre présence dans cette salle ce matin est une occasion qui vous est offerte pour que les formateurs vous montrent comment votre secteur est exposé au risque de blanchiment et comment le protéger par une supervision basée sur le risque. Le boom immobilier observé dans les grandes villes du pays pousse l'opinion à s'interroger sur la provenance des fonds servant à bâtir ces édifices. Les agents immobiliers s'interrogent. Certains immobiliers restent très vulnérables
au blanchiment des capitaux. Vous êtes sans ignorer, mesdames et messieurs, que le boom immobilier que nous constatons en RDC ne surprend personne. Nous nous interrogeons sur l'origine des capitaux investis par ces différents promoteurs immobiliers. Chaque matin, nous sommes tous surpris. Cet immeuble ici, encore, mais je ne sais pas si nous nous interrogeons sur l'origine des capitaux que ces opérateurs immobiliers utilisent. Nous devons donc nous mobiliser tous pour atteindre les objectifs que Gafi nous a assignés afin d'éviter à notre nation d'être considérée comme un État voyou, donc infréquentable. Tous ceux qui sont dans le terrorisme, ils essaient de blanchir cet argent-là dans l'immobilier. Et même aussi dans le terrorisme d'État. Ceux qui détournent l'argent à gauche, à droite, première chose, c'est chercher à acheter des maisons. C'est comme ça que nous souhaitons connaître, tel que la loi le souhaite, avant l'autorisation de bâtir, tel immeuble, ça va coûter combien, d'où provient cet argent-là et comment il va exécuter sur le terrain. Avec les experts comptables et les avocats, la CNRF a réitéré la nécessité de lutter contre ce fléau. Votre présence est une occasion pour voir ensemble non seulement comment vos différentes professions sont exposées au risque de blanchiment des capitaux, mais aussi et surtout comment l'éviter ou du moins l'atténuer. Depuis octobre 2022, les GAFI a placé notre pays sur la liste de pays sous surveillance renforcée, autrement dit, sur la liste grise, et un plan d'action à réaliser entre 2023 et 2025 nous a été conçu. Et parmi les actions, il y a notamment celle-ci, la sensibilisation de la société que vous êtes. Les participants reconnaissent l'importance d'une forte sensibilisation autour de cette loi anti-blanchiment. Les avocats sont encore très importants dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. C'est pour cela que la CNRF a associé les avocats et les experts comptables pour nous sensibiliser sur l'importance que jouent les avocats dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Parce que cette loi étant tellement importante, je pense que la sensibilisation doit être beaucoup plus grande. Cette sensibilisation intervient quelques mois après la promulgation par le chef de l'État de la loi anti-blanchiment. Quand les gens arrivent dans notre pays pour travailler dans les mines, il nous faudra faire attention. Quelle est l'origine de leur fonds? Cet argent vient d'où? Et quand nous exportons pour 30 millions, 50 millions dans notre secteur, déjà nous participons au budget national à 40%. Mais cet argent vient d'où? Il va où? Il y a tous ces terroristes dans le monde, il y a tous ces gens qui viennent blanchir l'argent dans notre pays. Voilà pourquoi nous sortons d'un atelier où on nous a outillés pour combattre ce genre de choses. Ces 3 journées ont connu l'appui de la coopération allemande, des formateurs venus du Canada. Tous ont insisté sur la nécessité de poursuivre les formations. Page Magazine. C'est une cérémonie faste dans ces beaux cadres de Kinshasa, choisis pour abriter ce samedi la cérémonie d'adhésion dans cette formation politique qui soutient les actions et réalisations du garant de la nation. URR viva! 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 Georges Moukouna, autorité morale, Yabiso! URR Oye! Oye! URR Oye! 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 URR Oye! 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 Devant cadres et militants venus, nombreux pour rehausser de leur présence au total 4 personnes, séduites par la vision éclairée de Georges Moukouna, autorité morale de l'Union pour le renouveau républicain, s'érance désormais de batailler dur pour l'émergence de la RDC, volonté du président Félix Tshisekedi.
raisons qui m'ont poussé à adhérer à l'URR, donc l'Union pour le renouveau républicain, sont très simples. Simplement par l'idéologie qu'a évoqué le secrétaire général tout à l'heure. Ma motivation, mon dynamisme, ainsi que ma façon de voir les choses collaient très bien avec ce parti-là. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas adhérer? Raison pour laquelle je suis là et je suis venue avec ma base qui soutiennent l'idéologie justement de l'URR et je suis très ravie que le parti puisse nous accueillir ici. Dans sa parole, le secrétaire général qui a évoqué le mission et objectif du parti a aussi invité ses nouveaux adhérents à marcher sur les idéaux de père fondateur. Nous sommes un parti libéral. Notre libéralisme doit être légitimé par l'égalité des chances entre tous les Congolais. Notre libéralisme doit être motivé par la protection sociale. Ça, c'est la protection des travailleurs. Et notre libéralisme doit être corrigé par des interventions de l'État. L'État doit intervenir là où ça ne va pas. Là où il y a des excès, il faut que l'État intervienne. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée la cérémonie d'adhésion de ces nouveaux membres au siège du parti dans la commune de Limete. La grande salle du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi a servi le samedi 3 juin 2023 à la cérémonie d'installation des comités national et fédéral du Haut-Katanga du parti politique la Coalition républicaine pour la démocratie et le fédéralisme, dont le président national se trouve être le député provincial l'honorable Juvenal Kitungwa Lugoma. Il est secondé de 4 vice-présidents nationaux et du secrétariat général placé sous la direction de Jean de Dieu Mukasa, tandis que le comité fédéral du Haut-Katanga est dirigé par Jean Kilindula. Au terme de la présentation de ces deux comités, le numéro 1 de la CRDF, Kitungwa Lugoma, a déclaré installer leurs membres respectifs. Prenant la parole, le président national de la CRDF a expliqué les objectifs poursuivis par le parti, notamment la consolidation du pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, en contexte de gestion fédéraliste. Invité à la manifestation, le chargé de mission du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga, Michel Kabo-Mamba, a loué l'alignement de la CRDF au sein de l'Union sacrée de la nation afin de soutenir les actions du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons que les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Lupata Moudimbi, Thomas, cadre de l'UDPS, aux côtés des députés provinciaux de l'Union sacrée de la nation, ont rehaussé la cérémonie de leur présence.